Je n'aurais jamais pensé que le jour où j'enterrais ma femme serait aussi le jour où je réaliserais que je ne l'avais pas vraiment connue. Je m'appelle Marcel, j'ai 79 ans, et pendant 50 ans, j'ai cru vivre à côté de la femme la plus simple, la plus transparente qui soit. Je me trompais du tout au tout. Ce que j'ai découvert après sa mort n'était pas un scandale. Ce n'était pas une trahison au sens où vous l'entendez peut-être. C'était quelque chose de plus difficile à expliquer que ça, quelque chose qui m'a obligé à me rasseoir et à repenser chaque moment de notre vie commune d'une façon que je n'aurais jamais anticipée. Et encore aujourd'hui, 2 ans après l'avoir mise en terre, il m'arrive de rester assis dans le fauteuil du salon et de me demander si j'ai vraiment été l'homme qu'elle méritait. Je vais vous raconter cette histoire depuis le début, parce qu'elle ne se comprend pas si on commence par la fin. Germaine et moi, on s'est rencontrés en 1971. J'avais 27 ans, elle en avait 24. C'était à Lyon, dans une cantine d'usine où je travaillais comme technicien de maintenance. Elle servait les repas. Pas parce qu'elle manquait d'intelligence, elle en avait bien plus que moi, mais parce que les temps étaient comme ça, et que les femmes comme elle, issues de familles modestes de province, ne se voyaient pas offrir beaucoup d'autres portes d'entrée dans la vie adulte. Elle avait un tablier bleu, des cheveux bras ramassés en chignon, et une façon de poser l'assiette devant vous sans jamais vous regarder dans les yeux qui m'avaient rendu fou, dans le bon sens du terme. Je suis revenu le lendemain. Et le surlendemain. Au bout de 2 semaines, elle avait compris que ce n'était pas pour la blanquette de veau. On a commencé à se voir le dimanche. On marchait le long de la Saône. On ne parlait pas énormément, mais c'était un silence confortable, vous savez, le genre de silence qui ne vous pèse pas sur les épaules. On s'est mariés 18 mois plus tard. Petit mariage, 60 personnes à peu près, dans la salle des fêtes de sa commune natale dans l'Ain. Ma belle-mère avait fait les gâteaux. Je me souviens qu'il avait plu toute la matinée et que le soleil était arrivé juste au moment où on sortait de la mairie. Germaine avait dit que c'était bon signe. Elle croyait à ces choses-là, aux présages, aux coïncidences qui signifient quelque chose. Moi beaucoup moins. Ça aussi, c'est un détail qui prend son sens plus tard. Les premières années ont été ordinaires, et je veux dire ça sans aucune connotation négative. Ordinaire au sens où elle ressemblait à la vie que tout le monde menait autour de nous. On a eu nos 2 fils, Thierry en 73, Luc en 77. On a acheté un pavillon à Bourg-en-Bresse en 1980, avec un jardin que Germaine tenait de façon presque religieuse. Elle aimait les rosiers, les herbes aromatiques, les tomates qu'elle faisait pousser contre le mur du fond. Moi je travaillais beaucoup. Peut-être trop. Je rentrais tard, parfois épuisé, parfois de mauvaise humeur, et elle avait toujours le dîner chaud et les enfants couchés, et elle me demandait comment s'était passée la journée avec une constance que je prenais pour acquise. C'est ça le problème avec les gens qui sont là tout le temps. On finit par ne plus les voir vraiment. Germaine n'était pas du genre à se plaindre. C'était une qualité que j'admirais chez elle, que je citais même parfois à mes collègues avec une espèce de fierté masculine qui me fait un peu honte aujourd'hui. Elle gérait les enfants, la maison, les courses, les rendez-vous chez le médecin, les lettres à la banque, les réparations à organiser quand j'étais trop occupé pour m'en charger. Et elle le faisait sans en faire un sujet de discussion, sans attendre de remerciements particuliers. C'était comme ça. C'était notre façon de fonctionner. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est qu'une femme qui ne se plaint pas n'est pas nécessairement une femme sans désir, sans rêve, sans une vie intérieure qui déborde largement le cadre de ce qu'elle vous montre chaque soir au dîner. Les années ont passé. Les enfants ont grandi et sont partis. Thierry s'est installé à Bordeaux avec sa femme et leurs 3 enfants. Luc a eu un parcours plus chaotique, quelques années difficiles, mais il s'en est sorti et il vit maintenant à Grenoble. On les voyait aux fêtes, aux vacances d'été. La vie a continué avec ce rythme tranquille et un peu répétitif que prend l'existence quand on a passé la cinquantaine et que les grandes turbulences semblent derrière soi. La retraite est arrivée pour moi en 2007. J'avais 63 ans. Et là, pour la première fois depuis notre mariage, Germaine et moi nous nous sommes vraiment retrouvés face à face, dans ce pavillon, avec du temps. Beaucoup de temps. Peut-être trop, au début. On avait chacun nos habitudes forgées sur des décennies, et il a fallu réapprendre à cohabiter différemment. Il y a eu des frottements. Des après-midi où on se tournait un peu autour sans savoir quoi faire l'un de l'autre. C'est laquelle a commencé à prendre des cours. Je me souviens très bien du jour où elle m'en a parlé. On était à table, un mardi midi, et elle a dit, comme ça, entre 2 bouchées, qu'elle allait s'inscrire à un atelier d'écriture à la médiathèque.
J'ai levé les yeux de mon assiette. J'ai dit quelque chose comme « bah bon » avec ce manque d'enthousiasme que les hommes de ma génération maîtrisent parfaitement pour décourager sans avoir l'air de le faire exprès. Elle a hoché la tête et elle n'a plus rien ajouté. Elle y est allée quand même. Chaque jeudi après-midi, pendant des années. Je ne lui posais pas beaucoup de questions. Parfois je demandais comment c'était, elle disait le bien, intéressant, et la conversation s'arrêtait là parce que je n'insistais pas. Ce n'était pas de l'indifférence de ma part, enfin, pas consciente. C'était juste que je ne savais pas vraiment quoi demander d'autre, et que je supposais que si c'était important, elle m'en parlerait davantage. Cette supposition-là, je l'ai payée cher. Germaine a eu ses premiers problèmes de santé sérieux vers 2015. Le cœur, d'abord, une arythmie qui nécessitait un suivi régulier. Puis les genoux, qui lui rendaient la marche douloureuse. Elle a ralenti progressivement, comme une horloge qu'on remonte de moins en moins souvent. L'atelier d'écriture s'est espacé, puis elle n'y est plus allée du tout. Mais elle continuait à écrire à la maison, dans un petit bureau qu'elle s'était aménagé dans la chambre d'amis. La porte était souvent fermée. Je respectais ça. Je me disais qu'elle avait besoin de son espace. En 2021, elle a eu un AVC. Pas fulgurant, pas immédiatement fatal, mais suffisamment sévère pour qu'elle perde une partie de sa mobilité et de sa parole. Pendant 8 mois, j'ai été son aidant principal. Je lui préparais ses repas, je l'accompagnais à la kinésithérapie, je l'aidais à se laver, à s'habiller. Ces 8 mois ont été les plus intenses de notre vie commune, paradoxalement. Pas les plus heureux, mais les plus intenses. On communiquait différemment, avec des regards, des gestes, des petits papiers qu'elle griffonnait de sa main gauche quand sa main droite refusait de coopérer. Elle est décédée en mars 2022. Un matin, dans son lit, paisiblement, comme si elle avait simplement décidé que c'était l'heure. Les funérailles ont été simples, conformément à ce qu'elle avait toujours dit vouloir. Pas de grande cérémonie. Quelques dizaines de personnes, de la famille, des voisins, quelques visages que je ne reconnaissais pas et que je supposais être des relations de sa vie sociale que je ne connaissais qu'à moitié. C'est la semaine d'après, quand je me suis appelé à ranger ses affaires, que tout a commencé à changer. Je suis entré dans son bureau avec des cartons, avec l'intention pratique et un peu douloureuse de mettre de l'ordre. Et dans le tiroir du bas de son secrétaire, sous une pile de revues de jardinage, j'ai trouvé 3 cahiers à spirale, du genre qu'on achetait pour les enfants à la rentrée scolaire. Ils n'étaient pas fermés à clé, pas cachés avec une intention manifeste de dissimulation. Ils étaient juste là, rangés. J'en ai ouvert un. C'était son écriture, cette écriture serrée et légèrement penchée que je connaissais depuis 50 ans. Et c'était son journal. Pas un journal intime quotidien, plutôt des textes, des réflexions, des récits. Des choses qu'elle avait commencé à écrire depuis l'atelier de la médiathèque et qu'elle avait continué seule, ici, dans ce bureau dont la porte était souvent fermée. J'ai lu pendant des heures. Assis par terre, appuyé contre le secrétaire, j'ai lu pendant des heures sans m'arrêter. Et ce que j'ai trouvé dans ces pages ne ressemblait pas à la Germaine que je croyais connaître. Il y avait d'abord la femme que j'avais épousée, oui. Elle y était, avec sa tendresse, son attachement à la maison, à ses fils, à son jardin. Mais à côté de ça, il y avait une femme que j'avais regardée sans la voir pendant 5 décennies. Une femme qui avait rêvé très jeune de faire des études de lettres et qui y avait renoncé parce que sa famille n'en avait pas les moyens et parce qu'à l'époque on n'encourageait pas les filles de sa condition à nourrir ce genre d'ambition. Une femme qui avait lu énormément, en secret presque, parce qu'elle ne voulait pas que ses lectures semblent une façon de lui faire ressentir quelque chose, à lui, à moi, qui lisais peu. Une femme qui avait eu, dans les années 80, une amitié très profonde avec une collègue du magasin où elle avait travaillé quelques années, une amitié que j'avais à peine remarquée et qui avait pris fin brutalement quand cette femme avait déménagé, et que Germaine avait vécu comme un deuil silencieux dont elle n'avait jamais parlé à personne. Il y avait aussi des pages sur nos fils. Sur les angoisses qu'elle avait portées seule pendant les années difficiles de Luc, des nuits entières à ne pas dormir, à peser les mots, à se demander si elle avait bien fait les bonnes choses, si elle avait été là comme il fallait. Et dans ces pages, elle n'avait jamais mentionné m'avoir demandé de l'aide sur ces questions-là. Parce qu'elle savait, elle avait su, que je n'avais pas les mots pour ça. Elle l'avait compris et elle avait choisi de le porter différemment, par l'écriture, par ce dialogue avec elle-même qu'elle avait trouvé dans ses cahiers. Ce qui m'a arrêté le plus, c'est un texte qu'elle avait écrit en 2018. Un texte qui s'appelait simplement « Ce que Marcel ne sait pas ». Ce titre, vous imaginez dans quel état il m'a mis.
Elle y décrivait comment elle avait organisé, à l'insu de tout le monde, un voyage en Bretagne avec 2 amis de l'atelier d'écriture en 2016. 3 jours. Elle m'avait dit qu'elle partait chez sa cousine à Mâcon. Et moi, j'avais cru ça sans poser la moindre question, parce que je n'avais aucune raison d'en douter, mais surtout parce que je ne m'étais jamais vraiment interrogé sur ce qu'elle faisait quand elle n'était pas sous mes yeux. Dans ce texte, elle racontait ce voyage avec une joie que je ne lui avais jamais entendue, parce qu'elle ne me l'avait pas dite. Elle décrivait les falaises, la pluie fine du matin, les dîners avec ses amis où elles avaient parlé de livres, de leur vie, de ce qu'elles regrettaient et de ce dont elles étaient fières. Et à un moment, elle écrivait quelque chose que je n'arrive toujours pas à lire sans ressentir quelque chose dans la poitrine. Elle écrivait « J'ai réalisé ce soir-là que j'aurais pu avoir une autre vie, pas une meilleure vie, mais une vie où j'aurais pris plus de place. Je ne sais pas si c'est triste ou simplement vrai. » Elle avait menti ce week-end-là. Pas par malice, pas pour me blesser, pas pour me tromper au sens où on l'entend habituellement. Elle avait menti parce qu'elle savait, elle avait calculé avec la précision tranquille de quelqu'un qui vous connaît depuis 50 ans, qu'elle n'aurait pas pu me dire la vérité sans que ça devienne une discussion, une négociation, peut-être un reproche. Alors elle avait simplement fait ce qu'elle voulait faire, et elle l'avait gardé pour elle. Et là, assis par terre dans ce bureau qui sentait encore son parfum, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais voulu regarder en face. Ce n'était pas elle qui m'avait caché quelque chose. C'était moi qui n'avais jamais créé l'espace pour qu'elle me le montre. J'avais été un bon mari selon les critères de mon époque et de mon milieu. Fidèle, travailleur, présent physiquement, sans violence d'aucune sorte. Mais j'avais aussi été quelqu'un qui ne posait pas vraiment de questions, qui n'écoutait pas vraiment les réponses, qui supposait que si tout avait l'air d'aller, c'est que tout allait. J'avais pris sa discrétion pour de la sérénité. J'avais pris son silence pour du contentement. Et elle avait appris à vivre avec ça, à construire autour de ça une vie intérieure que je n'avais jamais eu l'idée d'aller chercher. J'ai fini les 3 cahiers en 2 jours. Il y avait des textes drôles, parfois. Des observations sur les voisins, sur la télévision qu'elle trouvait de plus en plus bruyante, sur les manières de table de nos petits-enfants qui lui semblaient un peu trop libres. Il y avait de la tendresse aussi, pour moi. Des moments qu'elle avait notés, des petits riens que j'avais faits sans y penser et qu'elle avait trouvés beaux. Un matin où j'avais réparé son arrosoir sans qu'elle me le demande. Une soirée où j'avais mis de la musique qu'elle aimait sans savoir qu'elle l'aimait. Des choses minuscules qui lui avaient compté et que je n'avais pas su voir compter pour elle. Il y avait aussi, vers la fin du dernier cahier, quelques pages écrites après son AVC, de la main gauche, avec une graphie maladroite qui m'a brisé le cœur. Elle avait continué à écrire malgré tout. Et dans ces pages-là, elle parlait de moi différemment. Avec une forme de gratitude pour ces 8 mois où j'avais été là, vraiment là, pour la première fois peut-être de façon aussi complète. Elle écrivait que j'avais appris à la regarder. Que ça lui avait fait du bien, même si c'était arrivé tard. Ce mot, tard, je l'ai relu plusieurs fois. Après avoir rangé les cahiers, je les ai mis dans un sac et je les ai portés chez Thierry lors de sa visite suivante. Je lui ai dit que sa mère les avait écrits, que c'était à lui et à son frère de décider ce qu'ils voulaient en faire. Thierry a pâli en lisant les premières pages. Luc, quand il les a lues à son tour, m'a appelé et on a parlé pendant 2 heures, ce qui ne nous était peut-être jamais arrivé. Il m'a dit qu'il ne savait pas que leur mère avait autant réfléchi à tout ça. Moi non plus, lui ai-je répondu. Je veux vous dire quelque chose maintenant, et je veux le dire simplement, sans chercher à faire beau avec les mots. Je n'en veux pas à Germaine. Je ne lui en ai jamais voulu. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait parce que c'était sa façon de survivre dans un mariage avec un homme qui était bon mais pas assez attentif, pas assez curieux d'elle. Elle a trouvé ses propres chemins pour se nourrir l'intérieur, et elle a eu la sagesse de ne pas me mettre en face d'un miroir que j'aurais peut-être refusé de regarder. Ce que je regrette, moi, c'est de ne pas avoir posé davantage de questions. C'est d'avoir confondu où elle ne se plaint pas avec elle est heureuse. C'est de ne pas m'être assis dans ce bureau plus tôt, peut-être de mon plein gré et avec son accord, pour lui demander ce qu'elle écrivait. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Et je pourrais vous dire que c'était le signe des temps, que les hommes de ma génération n'étaient pas élevés pour ce genre de conversation, et ce serait vrai. Mais une vérité peut être vraie et rester quand même insuffisante comme explication. Ce que ces cahiers m'ont appris sur Germaine, j'aurais voulu l'apprendre d'elle, de vive voix, autour d'une table, pendant qu'elle était encore là pour compléter, pour corriger, pour rire de certaines formulations ou pour me dire non, tu n'as pas compris, ce que je voulais dire c'était ça.
Mais je l'ai appris de ces pages, seul, après sa mort, avec cette impression désagréable et persistante de lire une lettre adressée à quelqu'un d'autre et de réaliser peu à peu que ce quelqu'un, c'était moi depuis le début. 2 ans ont passé depuis. Je vis toujours dans le pavillon. Le jardin, je le tiens du mieux que je peux, même si je ne suis pas aussi doué qu'elle l'était. Les rosiers sont encore là. Les tomates aussi, l'été. J'ai pris une habitude, depuis. Le soir, avant d'aller me coucher, je m'assieds dans son fauteuil du bureau, je regarde le secrétaire, et je parle un peu. Pas longtemps. 5 minutes, parfois 10. Je lui dis ce qui s'est passé dans la journée, ce que j'ai pensé d'un programme à la télévision, comment vont les fils, comment poussent les tomates. Des choses que j'aurais pu lui dire quand elle était là et auxquelles je n'avais pas pensé à donner suffisamment d'importance. Je sais que ça ne change rien. Je sais qu'elle ne m'entend pas, probablement. Mais ça me fait du bien quand même. Ça m'oblige à chercher les mots, à organiser ce que je ressens, à lui parler comme j'aurais dû le faire plus souvent de son vivant. C'est une forme de dette que j'essaie de rembourser, même si la banque est fermée. Si vous êtes encore à côté de quelqu'un que vous aimez, si vous dormez dans le même lit depuis 20, 30, 40 ans, faites-moi une faveur que je ne vous demande pas à la légère. Ce soir, posez-lui une question à laquelle vous ne connaissez pas la réponse. Pas une question pratique, pas tu as pensé à rappeler le médecin ou qu'est-ce qu'on mange demain. Une vraie question. Quelque chose comme qu'est-ce que tu as voulu faire dans ta vie et que tu n'as pas fait ou qu'est-ce qui te rend heureux que je ne sais peut-être pas. Et écoutez la réponse. Vraiment écoutez, sans préparer ce que vous allez dire ensuite, sans regarder ailleurs. Parce que les gens qu'on aime ont une vie intérieure immense, et ils ne nous la montrent pas toujours. Parfois parce qu'ils ont peur. Parfois parce qu'ils ont appris très tôt que certaines choses ne trouveront pas d'écho. Et parfois simplement parce que personne ne leur a posé la question. Germaine avait une vie entière dans ses 3 cahiers à spirale. Une vie que j'avais frôlée pendant 50 ans sans jamais vraiment la toucher. J'aurais aimé savoir ça avant.